Thomas Gassillou, bonjour, vous êtes député La République En Marche et vous aviez été nommé, vous êtes d'ailleurs, je pense toujours, le responsable pour la région de la bonne organisation du grand débat. Alors, il s'est terminé ce grand débat, même s'il y a encore des soubresauts, j'allais dire, on peut encore participer à différentes choses, mais il est terminé. Est-ce que vous pouvez me dresser un premier bilan sur le plan, notamment de la forme d'abord? Alors sur le plan de la forme, ça s'est très bien passé, on s'était vu effectivement en janvier. On avait les plus grands doutes sur la participation, sur la forme que ça allait prendre, parce qu'au niveau logistique, c'est une démarche assez inédite dans la Ve République. Et finalement, tout s'est bien passé, les réunions ont eu lieu, les personnes ont pu s'exprimer, et l'ensemble des notes ont bien été prises et remontées à la mission du grand débat national. Alors, combien on a eu de réunions dans la région? Alors dans le Rhône, plus de 300 réunions, ce qui en fait le 3e département au niveau national, et au niveau de la France, plus de 10 000 réunions ont eu lieu. Alors, est-ce que c'était des jeunes, des vieux? Est-ce que représentatif de la population? Moi, j'ai eu l'impression quand même qu'on avait moins de jeunes que dans l'ensemble de la population. Alors, vous avez raison, ce débat, ce n'est pas un référendum, c'est bien un grand débat national. Il faut bien admettre qu'il y a des biais, et notamment les jeunes ne se sont pas énormément déplacés. Ils se sont auto-censurés d'une certaine manière en se disant que ce n'était pas vraiment leur truc. C'est pour ça que pour ma part, j'ai organisé 5 débats il y a quelques semaines qui leur étaient spécifiquement dédiés. Et j'ai fait le tour des établissements dans ma circonscription, que ce soit les lycées, les maisons familiales rurales, l'école vétérinaire de Marcy ou la fac de médecine à Saint-Gilles-Laval. Thomas Gassillou, vous avez assisté vous-même à plusieurs réunions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué déjà, c'est l'attente. Nos réunions ont rassemblé près de 200 personnes à chaque fois, et cette envie de comprendre, de faire des propositions. Et ensuite, d'une certaine manière, ce sont les propositions contradictoires que peuvent avoir les uns et les autres. Et je pense que c'était également utile que les citoyens eux-mêmes entendent qu'ils ont parfois des propositions contradictoires et que le rôle des élus n'est parfois pas tout à fait simple. Alors dites-moi, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même qu'il y a un échec parce que ce grand débat a été lancé pour répondre justement au mouvement des Gilets jaunes? Or, les Gilets jaunes, ça continue. Chaque samedi, ça continue à manifester un peu partout en France. À Paris, on le sait, mais aussi à Lyon, où samedi dernier encore, il y a eu des tensions, pour ne pas dire plus, entre manifestants parfois pas tout à fait pacifiques et forces de l'ordre. Je crois que même les plus optimistes ne pensaient pas que le grand débat allait suffire pour arrêter l'ensemble des tensions. Simplement, moi, je constate que les chiffres des manifestations sont largement en baisse. Hier, j'étais à Paris, on parlait à Paris de 3000 participants. C'est rien à l'échelle de la capitale. Et puis, on va être maintenant dans le temps de l'analyse et de la décision. Et c'est véritablement sur cette base qu'on pourra avancer. À analyse, décision, est-ce que déjà on a quelques idées des grands sujets qui vont être pris au niveau national? Oui, la fiscalité, c'est un des grands sujets, un sujet qui revient souvent. La notion des services publics, où je peux vous dire que les résultats du grand débat sont d'ores et déjà pris en compte. On avait la semaine dernière... On veut de plus en plus de services publics, mais on veut de moins en moins d'impôts. Et bien voilà, ça faisait partie des injonctions contradictoires dont je parlais tout à l'heure, qui étaient utiles à entendre de la part des citoyens. À la fois cette volonté de payer moins d'impôts, mais moins de services publics. Les décisions commencent déjà à être prises. Par exemple, la semaine dernière... Donc on va vers quoi? Plutôt moins d'impôts ou plutôt moins de services publics? On va dans tous les cas vers moins d'impôts, mais surtout des impôts qui sont mieux expliqués. Puisque le grand enseignement de ce grand débat, c'est que les gens ne savent plus vraiment à quoi servent les impôts et on a besoin de leur redire. Mais si on fait moins d'impôts, on va faire des économies. Exactement. Donc des économies, c'est moins de choses pour les gens. C'est déjà des économies de fonctionnement sur le train de vie de l'État, on a encore beaucoup de choses à faire, et effectivement des services publics qui sont concentrés là où c'est vraiment nécessaire. Dites-moi, quand on voit ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours sur les Champs-Élysées, on a un peu l'impression que le gouvernement porte une lourde responsabilité, qu'il est incapable de maintenir l'ordre public, ce qui quand même est l'une des premières missions d'un gouvernement. Effectivement, il n'y a pas de liberté sans sécurité, vous l'avez bien dit, mais... Les enseignements de ce qui s'est passé le week-end dernier ont été tirés. Pour preuve... Il a fallu attendre 4 mois pour tirer des enseignements. Est-ce que M. Macron a la compétence et l'expérience pour gouverner ce pays? Beaucoup de gens se posent la question. Mais vous savez, parmi les injonctions contradictoires de la société, il y a aussi cet équilibre subtil à trouver entre les libertés publiques et le besoin de sécurité. Jusqu'à présent, le gouvernement ne s'était pas mis dans une approche effectivement d'interdire certaines manifestations, notamment sur les Champs-Élysées. Mais il aurait peut-être dû le faire avant. Il aurait peut-être dû le faire, mais d'autres personnes vous disaient également que la liberté de manifester est tellement fondamentale qu'on ne doit même pas interdire certaines zones. Effectivement, le week-end dernier, on voit que ça a porté ses fruits et que les manifestations se sont passées dans le calme à Paris. Attendez,
Aujourd'hui, on sait une chose, c'est que pour manifester, il faut déclarer sa manifestation. Or, depuis des mois, on ne déclare plus les manifestations, donc on est hors la loi. Le gouvernement a été incapable de faire respecter les lois fondamentales. Vous savez que ce mouvement, il est nouveau, il ne part d'aucune organisation syndicale, notamment, qui avait l'habitude de ce genre de déclaration. Et effectivement, petit à petit, il s'est normalisé, et on a vu hier que les manifestations déclarées, celles qui étaient encadrées, pouvaient se passer très bien. Dites-moi, avant de nous quitter, Thomas Gassillou, un mot de la situation politique locale. Je crois savoir que le COPOL, refusé jusqu'à présent par la référente En Marche dans le département, Madame Collomb, a été finalement accepté. Tous les députés vont siéger. Et je crois savoir même que vous vous réunissez le 1er avril. C'est un poisson? Vous êtes bien informé. Effectivement, ce comité politique va se mettre en place. Il va permettre de donner les grandes orientations du mouvement localement, et puis de faire vivifier la démocratie également à notre niveau. Et vous êtes copain comme cochon maintenant avec Madame Collomb? Moi, personnellement, je suis juste un député, donc j'apporte ma pierre au bon fonctionnement du mouvement localement. Et tout le monde s'est mis d'accord pour le fonctionnement, parce que je crois qu'il y a encore quelques petits problèmes sur les maires. Le fonctionnement, il est assez normalisé, simplement dans sa composition, on a souhaité un COPOL le plus ouvert possible, et effectivement, des maires siégeront dans cette instance. Eh bien, on va voir ce que ça donne dans les jours qui viennent, puisque c'est le 1er avril que la première réunion aura lieu. On essaiera de savoir un peu ce qui s'y est dit. Thomas Gassillou, je vous remercie.